Bonjour à toutes et à tous, de nouveau pour... Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour à toutes et à tous. Première table ronde sur cette grande scène du SITL. Imaginez une carte du monde. Les lignes maritimes, les routes ferroviaires, les routes aériennes, tout ce réseau qui pendant des décennies a semblé immuable. Regardez-la bien, cette carte du monde. Elle tremble. Au Moyen-Orient, la guerre secoue l'une des artères vitales du commerce mondial. La mer Rouge, autrefois passage obligé, est devenue un corridor sous menace où chaque incident détourne des flottes entières et renchérit les flux. On va maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Les États-Unis ont adopté une politique commerciale qui bouscule les règles établies. Les accords se renégocient, les normes se contestent. Les rapports de force prennent le pas sur les cadres multilatéraux. Et pour les chaînes d'approvisionnement, cela signifie une chose, c'est que l'incertitude est devenue structurelle. Et puis de l'autre côté de cette carte du monde, il y a la Chine. La Chine qui continue d'étendre son influence logistique et industrielle en redessinant les équilibres mondiaux à coût d'investissements et d'excédents massifs. Et puis il y a l'Europe. L'Europe qui est prise entre ces plaques tectoniques, qui doit sécuriser ses approvisionnements, bien sûr, protéger sa compétitivité, réussir sa transition, tout en gardant ses flux ouverts dans un environnement de plus en plus fragmenté. Alors dans ce monde qui se récompose en ce moment même sous nos yeux, eh bien, il y a une question qui domine. Qui trace désormais les routes du commerce? Quels sont les nouveaux territoires que l'on peut investir? Comment l'Europe peut-elle rester maîtresse de son destin logistique? Et pour en parler avec nous, j'ai la chance d'avoir 3 stars avec moi dans leur profession. Merci à Anne-Marie Drac d'être avec nous, présidente de France Logistique. Merci à Sébastien Jean, directeur associé de l'initiative Géoéconomie et Géofinance à l'IFRI. Et merci à Dimitri Serafimov, président du CLECAD, qui est donc la voix des transitaires et commissionnaires en douane à Bruxelles. Merci à tous les 3. Je vais vous demander de prendre vos micros pour ce débat. Et la première question, elle sera pour Sébastien Jean. Cette carte du commerce mondial, quand on la regarde, quel est le mot qui pourrait la résumer? Tous ces changements qui sont déterminants, à quoi est-ce qu'on est en train d'assister, Sébastien Jean? Merci, bonjour à tous. Je crois que votre introduction l'a assez bien dit, la carte tremble. Le ministre a parlé évidemment de guerre. Les événements actuels finalement sont parlants d'eux-mêmes. Je crois que ce qui est important pour essayer de réfléchir à la situation présente, c'est de prendre un peu de recul et de réaliser à quel point la situation dans laquelle on est unique à l'échelle historique. Pourquoi? Parce que l'interdépendance économique et financière, ça se construit normalement dans la stabilité politique pour pouvoir investir dans des relations, fabriquer des institutions, des règles, et puis ensuite tout ça donne une base. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a construit tout ça, on a l'interdépendance, elle est restée, je vais y revenir, mais elle est restée très intense, mais on n'a plus la stabilité qui lui a donné naissance. Et c'est ça c'est ça qui nous attend, c'est la situation dans laquelle on est, et c'est une situation qui, à ce niveau d'intensité en tout cas, est sans précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire, peut-être d'abord? Ça ne veut pas dire une démondialisation. On a un peu la manie en France parce que c'est bien vu de parler de démondialisation. Actuellement, c'est pas ça qu'on voit. C'est-à-dire que, regardez, l'année 2025 est particulièrement forte en termes de secousses. Croissance du commerce mondial, on n'a pas les chiffres définitifs, mais en volume, plus de 4%. Les flux ont circulé. Le commerce mondial ne s'est pas effondré. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non plus une nouvelle guerre froide économique, même si le terme a été utilisé par le Fonds monétaire international, à tort à mon avis. Parce que autant il y a des impacts très forts, par exemple sur le commerce extérieur de la Russie,
par exemple sur les relations directes, j'insiste sur le terme direct parce qu'elles ont pris des chemins détournés entre les États-Unis et la Chine. Mais pour le reste, il y a une logique économique qui continue, qui reste présente. Ça ne veut pas dire non plus une disparition de l'OMC. L'OMC vient d'avoir sa conférence ministérielle, elle existe encore. Mais en revanche, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une incertitude nouvelle, plus grande, vous l'avez dit déjà. On a une érosion du pouvoir normatif des règles. C'est-à-dire que les règles, je dis l'OMC, elles restent là, les règles continuent à exister, elles continuent à organiser une grande partie des échanges, mais en fait, elles sont de moins en moins suivies. Donc, premier élément, des règles qui sont moins suivies, source d'incertitude. Bon, l'autre aspect direct, c'est qu'on a plus de conflits géopolitiques parce qu'il y a aussi une norme en termes de comportement, de droit international qui s'érode elle-même et il y a plus de conflits directs, plus de conséquences matérielles sur la sécurité des échanges. Ça a une répercussion qui a un troisième aspect, c'est que les espaces communs que l'on considérait comme sécurisés, avant tout pour la mondialisation, l'espace commun maritime, hein, c'est le plus important, mais ce n'est pas le seul. On peut penser à l'espace informationnel, au cyberespace. Eh bien, tout cela, ils sont beaucoup moins sécurisés qu'ils ne l'étaient. Et puis, dernier élément, dernier point, de plus en plus, dans ce contexte, il y a une tentation d'instrumentaliser les dépendances économiques et financières à des fins politiques. Et ça aussi, c'est une source d'incertitude et de fragilité. Voilà, c'est tout ça, je crois, qui fait cet environnement plus risqué, plus incertain, alors que la dépendance est restée. On a à la fois la dépendance et une certaine hostilité politique. Alors Anne-Marie Idrac, une fois qu'on a dressé ce tableau qui semble être le tableau d'une rupture quand même majeure, hein, Sébastien Jean, comment ça se traduit dans la stratégie logistique française et européenne? Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, Anne-Marie Idrac? D'abord, on le médite et merci. Et si vous n'avez pas d'amour-propre docteur, je reprendrai certaines de vos formulations. Hein, l'interdépendance sans la stabilité qui va avec, ou les règles et les normes voilà, qui jouent au billard entre elles. Bon. En fait, la crise géopolitique, c'est devenu une crise logistique. Et en devenant une crise logistique, ça commence à devenir une crise économique pour la chimie, pour l'agriculture, etc. etc. Bon, donc on voit bien, une fois de plus, le caractère absolument central, essentiel de la logistique, pour le meilleur, et à ce moment-là on n'en parle pas, ou pour le difficile, ce qui est le cas actuellement. Donc on est à ce moment où c'est pas l'intermédiaire de la logistique que malheureusement l'ensemble de l'économie mondiale, l'économie européenne est atteinte. Alors la logistique, on pense d'abord aux infrastructures, les détroits, les ports, les aéroports. Bon. On pense moins à certaines autres infrastructures qui sont au moins aussi importantes, enfin qui sont tout aussi importantes, c'est-à-dire les infrastructures immobilières, les entrepôts, souvent situés sur des ports, mais pas seulement, mais qui eux aussi jouent un rôle majeur dans les flux, les stocks et dans les vulnérabilités ou au contraire les éléments de force. Bon, ça c'est les infrastructures. Bon. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Finalement, le plus important, c'est les flux qui réussissent tant bien que mal à se frayer, à trouver des routes différentes, à absorber plus ou moins bien des coûts de carburant, d'assurance, qui sont liés à ces reconfigurations. Bon. Et donc c'est vraiment très, très important qu'après cette saisie pour la première fois l'année dernière du sujet logistique / souveraineté ou souveraineté / logistique, ben, cette année on soit en plein dedans pour se dire, ben, voilà, dans le contexte qui a été évoqué par M. Jean, quels sont les points sur lesquels il faut, en infrastructure, en performance de nos entreprises, être capable de réagir, sachant que finalement, tout ça va se diffuser dans toute l'économie, bien au-delà de la chaîne, enfin des chaînes logistiques. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Dimitri Serafimov, alors justement, Anne-Marie Idrac vient de parler des flux. Je voudrais qu'on en parle de l'impact opérationnel sur les flux européens, sur les PME. Comment vous voyez ça, vous, depuis votre lorgnette ?
Bonjour à tous. D'abord, je vais essayer de parler en français. Donc, je suis néerlandophone. Excusez-moi pour les fautes linguistiques. D'abord, l'impact pour les PME dans notre secteur sont naturellement, c'est la partie la plus vulnérable en direct. C'est très, très, très concret. L'augmentation du carburant, hein, comme a été dit par Monsieur le ministre. Ici, ça impacte directement la trésorerie. Il y a beaucoup de transporteurs, et je ne parle pas pour que la France, mais en général en Europe, hein, comme par exemple en Belgique, il y a 85% des transporteurs qui ont moins de 2 camions ou qui opèrent seuls. Donc, il y a beaucoup de sociétés donc, qui n'ont pas de réserve, pas de trésorerie. Et là, on ne peut pas les refacturer en tout cas, dans tous les cas. Et aussi, il y a aussi un temps de refacturation, de paiement, de règlement. Donc ça, c'est un truc très concret. Ici, dans notre secteur représentant, disons, les transitaires, les commissionnaires en transport, c'est que ici, notre rôle devient encore de plus en plus important, parce que comme a été dit, on ne vit plus dans une situation stable. C'est pas prévisible de toute façon, donc il faut être dans le bon sens du mot, être très créatif. Donc notre rôle devient de plus en plus important à essayer de soutenir, de maintenir la fluidité au maximum, hein, au maximum que la possibilité, et de trouver des alternatives. Comme nous, on nous définit comme les architectes dans le transport en général, donc c'est à nous de gérer ça, et certainement pour les PME qui font et utilisent de toute façon les intermédiaires comme nous. Ici, pour dire que l'impact énergétique et économique viendra encore plus, il y aura encore plus d'impact à côté du carburant, hein, la hausse de prix de carburant. Ça sera aussi l'impact sur les flux, comme vous disiez, la chimie et aussi, par exemple, l'aluminium, hein, pour l'industrie au Moyen-Orient, alors les engrais pour l'alimentation qui pourraient impacter. Donc tout va être impacté à plus long terme, même si on résout le problème aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme dans le futur. Donc ici, c'est à nous de chercher, d'essayer de trouver dans les réseaux des possibilités au mieux. Également pour dire, parce qu'on parle de la fermeture d'une part de la mer du côté de l'Iran, et aussi maintenant on parle depuis ce week-end, il y a un missile qui a passé, qui a été envoyé de la part des Houthis aussi, qu'on a peur, de plus en plus peur de retour, après déjà 3 ans de stress là-bas, disons d'une fermeture. Et alors là, en sachant qu'il y a encore 55% d'utilisation du canal de Suez, qui part déjà qui est encore utilisé. Le reste passe au niveau des conteneurs par le Cap Bon. Donc, je veux dire que les prix, les tarifs étaient déjà là, mais à l'exception du carburant. Donc, on revient toujours ici à l'énergie, en premier lieu, une crise d'énergie qui nous impacte tous. Voilà. Alors merci à tous les trois d'avoir fait une première mise en tension de cette carte du monde et un premier constat. Maintenant, le thème de cette table ronde, c'est partons à la conquête des nouveaux territoires. Et moi, j'aimerais savoir, alors démarrera qui veut, quels sont ces nouveaux territoires. Il y a bien sûr des territoires physiques à proprement parler, mais il y a des territoires industriels, des territoires réglementaires. Voilà, quels sont ces territoires que la France et l'Europe, surtout, doivent ouvrir ou continuer d'ouvrir? Qui veut démarrer? Sébastien, Jean. Ouais, je répondrai, enfin, je ne sais pas si c'est un territoire, mais je pense que le défi, tel que je le formule moi aujourd'hui, c'est le défi de la sécurité économique. C'est un territoire, bien sûr. On n'avait pas forcément l'habitude d'associer les deux termes. Et aujourd'hui, il est essentiel de le faire. Pourquoi? Parce que dans ce monde très incertain, on a des problèmes de vulnérabilité qui sont exposés à plus de risques, à plus aussi d'actions mal intentionnées. On a des problèmes aussi à assurer la maîtrise de
du fonctionnement de notre économie, du fonctionnement de l'État et des entreprises. Et donc ça, c'est un défi immense. Et je crois que la logistique, dans ce contexte-là, joue un rôle particulier parce qu'elle est à la fois essentielle dans ce monde très ouvert, très réticulaire dans lequel nous vivons. Elle est essentielle au fonctionnement de notre économie, spécialement pour l'Europe. L'Europe, parmi les grandes puissances, est la plus ouverte, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on est structurellement dépendant de nos approvisionnements en matières premières et en énergie. Donc on a besoin d'exporter pour le payer. On ne peut pas se permettre de se fermer comme le font les États-Unis, comme pourraient le faire les États-Unis. Et donc l'Europe est structurellement ouverte et la logistique est elle aussi structurellement exposée à ce risque géopolitique parce qu'elle est partout, parce qu'elle est en flux, parce qu'elle est extrêmement optimisée, sophistiquée, complexe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guerre asymétrique économique qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher d'arriver à faire fonctionner une chaîne logistique internationale et des chaînes de valeur internationales, c'est beaucoup plus cher que de les faire dysfonctionner. Donc il y a une sorte d'avantage à l'offensive, si vous voulez. Il suffit d'envoyer quelques missiles sur quelques cargos, sur quelques pétroliers au détroit d'Ormuz pour perturber l'ensemble de l'économie mondiale. On voit bien là l'ampleur du défi et un défi d'assurer cette stabilité, cette sécurité économique dans la durée. Alors dans cette chaîne logistique, il y a des hinterlands portuaires, des corridors multimodaux, des hubs intérieurs. Est-ce que Anne-Marie Drac, ça fait partie des nouveaux territoires qu'il faut investir, continuer d'investir à marche forcée? Votre question, comme souvent, met beaucoup l'accent sur les questions d'infrastructure et potentiellement d'infrastructures nouvelles. Aujourd'hui en Europe, c'est plus forcément vraiment le sujet. Le sujet, pour garantir la sécurité économique, très bon point, encore un, voilà, c'est plutôt des sujets de compétitivité, de bonne application des règles, de décarbonation, etc. Donc plutôt des sujets opérationnels que d'infrastructure. Pour aller du global au local, je voudrais faire un petit zoom sur l'un des aspects de la sécurité économique, qui est la sécurité des approvisionnements urbains. Et donc la sécurité en ville, et la logistique urbaine, qui est l'un des thèmes évoqués par le ministre à la tribune et ce matin dans la conférence interministérielle qu'il a tenue à mon invitation et avec les principaux acteurs de la filière. Bon. Donc sur ces sujets de logistique urbaine, par exemple, on n'est pas tellement sur des problèmes d'infrastructure. Si, un problème d'infrastructure, les entrepôts. À nouveau, il n'y a pas que le transport dans la vie, les entrepôts. C'est marrant, les gens de la cyclo-logistique, quand on leur dit quel est votre principal problème, ils disent les entrepôts. Les entrepôts pour eux, tout petits, et les entrepôts pour les gens qui apportent les marchandises jusqu'à la dernière étape cyclo-logistique. Bon. Donc, un sujet d'infrastructure est un seul. À peu près un seul. De ci, de là, il y a des questions de ports fluviaux, mais structurellement, pour toute la France et pour toute l'Europe. Bon. Mais sinon, c'est du fonctionnement. Comment est-ce qu'on fait passer des marchandises des trains à des camions, à des camionnettes bon. Comment est-ce qu'on digitalise toutes sortes de procédures qui aujourd'hui, de manière tout à fait étrange, restent faites sur papier? Comment surtout est-ce qu'on organise des gouvernances pour faire travailler ensemble plusieurs communes adjacentes à l'échelle d'un bassin d'emploi et de vie économique, et puis des acteurs privés eux-mêmes divers avec des acteurs publics. Donc, je voudrais insister sur le fait que la sécurité économique, elle est beaucoup en termes d'investissement organisationnels, digitaux, numériques, y compris de protection, parce que par exemple la cybersécurité est en train de devenir vraiment un enjeu, hein, sans même attendre l'arrivée des véhicules autonomes ou plus ou moins autonomes. Voilà. Donc j'insisterai sur les aspects fonctionnels, bref, sur les OPEX au moins autant que sur les CAPEX. Merci beaucoup. Alors, Dimitri Serafimov, j'ai envie de venir vous chercher sur les normes, les standards, les facilités douanières, mais vous répondrez bien ce que vous voudrez, évidemment, à la question que je vous pose.
Alors, merci. Quand je vous entends au niveau rural, urbain, il y a déjà besoin d'entente et de trouver une solution entre différentes parties. Alors, il ne faut pas se demander au niveau national et au niveau européen. Donc, ici, à Bruxelles, on travaille au niveau européen. Là, on voit des différences entre de vitesse implémentation, pardon, et interprétation des règlements européens. Et c'est là mais je suis déjà en train de travailler sur la régulation. Mais ici, disons, une harmonisation et trouver une solution ensemble, ça c'est toujours le grand challenge. Et disons que pour faire face à cette crise encore plus, parce que maintenant, il y a encore une urgence. On travaille déjà depuis des années sous pas mal de dossiers, mais ici, c'est maintenant ou jamais. Au fond, c'est déjà trop tard parce qu'on court derrière les faits. Donc, je fais un appel ici, quand même, pour les idées, pour les projets ici, de trouver la solution ensemble et de travailler ensemble. Anne-Marie, oui. Zut alors, parce que en fait, moi je voulais dire que la seule chose vraiment importante, c'est l'Union européenne. Les points qui vraiment ne va pas dans les politiques françaises, c'est qu'elles ne sont pas assez européennes. Je peux même en donner 3 exemples, tiens. La taxe sur les petits colis à la française, sympa. Ouais. Bon. On va en entendre parler, je crois, pendant le salon de celle-là. Hein. Merci, dit l'aéroport de Liège. Merci, disent les camionneurs qui font entrer les marchandises en question en France à partir de cet aéroport européen. Mais enfin, bon, voilà. Deuxième exemple, les écarts de TICPE. Bon, dans la crise du carburant qui impacte au premier chef les transporteurs routiers, d'autres professions aussi, mais les transporteurs routiers, bon, différentiel de TICPE, franchement, ça entre différents pays européens, franchement, ça n'aide pas à trouver des marges de manœuvre pour des aides et pour préserver la compétitivité de ces professionnels. Troisième exemple, le décalage dans les délais et les différents dispositifs pour l'implantation d'entrepôts dont j'ai dit caractère crucial. Donc moi, s'il y avait qu'une seule chose à faire, c'est raisonner à l'échelle européenne. C'est vrai pour la France en tant que telle, et je pense, comme vous l'avez dit, que c'est vrai pour l'Europe en tant que telle. Avec un point particulier qui est le Green Deal et la décarbonation, l'électrification. Bon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater un consensus qui a été finalement assez vite à obtenir, hein, je veux dire quelques années. Bon. La première fois où je suis venu ici, on disait ah là là, dis donc, la décarbonation, c'est compliqué, c'est lourd, c'est long, c'est cher, etc. Aujourd'hui, on dit on y va. Et il faut le réussir ensemble et on est capable d'en poser les quelques conditions. Bon. Et les quelques conditions, c'est qu'on soit conscient du fait que la décarbonation doit se faire à l'échelle européenne, avec des trajectoires européennes et avec un réalisme européen. Et ce réalisme européen, il doit prendre en considération le fait que tout ça, c'est bien gentil, mais ça coûte. Et ça va coûter. Et donc, les économies européennes vont assumer cette charge nouvelle, différente, pour la bonne cause, y compris la cause de la sécurité économique, mais effectivement dans d'autres modèles de développement et de déploiement. Alors Sébastien voulait réagir, Dimitri juste après. Oui, je suis entièrement d'accord, c'est un défi, et un défi intimidant dans un monde de plus en plus concurrentiel, de plus en plus multipolaire. Dans une condition aussi où on a eu une culture, où on s'est beaucoup rengorgé de ce qu'on appelait l'effet Bruxelles. C'est quelque chose qui a été mis en évidence dans des travaux académiques au départ et dont la Commission s'est beaucoup saisie. Ça a été beaucoup discuté, notamment depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'était que l'Europe avait une influence normative très importante sur le reste du monde, qui était la combinaison de 3 éléments. Une ambition plus élevée, on fixait des normes avec plus de niveau d'exigence sur différents aspects environnementaux, sécurité alimentaire, sécurité des consommateurs. Une efficacité réglementaire, une qualité dans la rédaction, l'application des normes, et puis un marché incontournable.
Et ça a marché, ça a fonctionné assez bien, ça a été une réalité, je crois, à partir de début des années 90, quand l'Europe, en fait, s'est mise à avoir plus d'ambition réglementaire que les États-Unis, et puis, en gros, jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'à la crise financière, globalement. Aujourd'hui, je crois que la menace, pour nous, Européens, c'est de se retrouver avec seulement l'ambition réglementaire, mais plus la qualité de mise en œuvre de ces réglementations, et plus le caractère incontournable de notre marché. Pourquoi ? Parce que on a du mal à avoir une réglementation qui reste suffisamment efficace économiquement, et parce qu'on est en train de plutôt prendre du retard en termes d'innovation et de centralité de notre marché. L'ambition, quand elle est combinée aux deux autres aspects, effectivement, ça fait un leader normatif, ce qu'a été l'Europe. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, ça soit simplement un handicap. Donc, je crois qu'il faut être vraiment conscient de ça. Et il faut être vraiment conscient que l'ambition n'a de sens que si elle est combinée aux deux autres éléments. Ce qui appelle un très gros effort d'efficacité normative, de simplification. Et la simplification, ce n'est pas le contraire de l'ambition. Et je pense que vraiment, on a un problème d'excès, de bureaucratisation, de contrôle finalement dans l'application des normes. Il faut vraiment faire un énorme effort d'efficacité. Et puis, il y a un effort de compétitivité qui est le pendant de ça, si on veut que cet ensemble fasse tout. Il y a un besoin de cohérence très fort pour tous les acteurs, mais en Europe, c'est particulièrement vrai. Je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est le défi majeur de l'Europe, et il est particulièrement difficile quand on combine des aspects économiques qui sont assez centralisés en Europe et des aspects sécuritaires qui le sont moins. Mais c'est vrai aussi sur des aspects normatifs comme ça et sur le déploiement d'une politique économique cohérente sur ces différents piliers. Dimitri Serafimov. Oui, je suis ravi, malheureusement, de bien nommer les taxes, enfin le handling fee sur le e-commerce en France. Maintenant, sachant que la Commission européenne va introduire la taxe comme un droit d'entrée plus tard cette année, hein, en octobre, là, c'est dommage qu'il y a certains pays, il y en a quelques-uns, il y en a des autres, comme la Belgique, les Pays-Bas, qui ne l'ont pas fait. Il y a l'Italie, il y a la Roumanie, voilà. Donc, au fond, c'était quand même à prévoir qu'il y aurait une distorsion, disons pas une distorsion, un changement de flux. Et ça c'est dommage parce que, ok, je ne vais pas défendre la Commission européenne, mais l'idée, elle était là. Ça dure trop longtemps, ça, on est tous d'accord. Nous, Clé 4, à Bruxelles, on plaide pour notre secteur. Ça doit être réalisable, ça doit être réalistique. Mais ici, c'est dommage parce que j'ai lu et j'ai entendu qu'il y avait 90% des faits ou du volume qui étaient à Vatry et Charles de Gaulle qui est passé sur les Pays-Bas et la Belgique, Liège. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que, et c'est comme le rapport Draghi, c'est la compétitivité de l'Europe, on doit le mettre de retour au centre. On doit travailler ensemble et on doit regarder ce qu'on peut faire. Entre les ports, contre la sécurité, contre la drogue, les trafics criminels, on ne peut pas le faire ensemble. Il faut travailler ensemble. Il y a encore le transport, le projet de military mobility, la mobilité militaire aussi, qui est très actuel malheureusement, mais qu'on était déjà en train de travailler dessus. On ne peut pas le faire seul. Il faut travailler tout ensemble. Et c'est au fond, c'est le seul moyen, mais malheureusement, pas malheureusement, je dois me corriger, mais on est 27 États membres, c'est pas facile à gérer. Il y a des pays du Balkan qui ont une autre géographie que la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, et c'est très difficile à gérer, mais disons que cette harmonisation, elle est vraiment nécessaire, et une volonté d'aboutir quelque chose, parce qu'on est vraiment un marché très important, on a le knowledge, on est un grand marché, mais on n'a pas, disons, le marché interne comme est prévu pour l'instant. Il y a encore beaucoup de travail Sébastien à Jean, faire. ouais. Juste, si je peux ajouter un mot sur ce dossier des petits colis en particulier, je trouve que c'est assez représentatif, il me semble, du besoin d'une sorte de mise à jour culturelle dans le fait qu'on doit utiliser les normes d'une façon stratégique. Et
on a besoin d'un accord, enfin de se mettre d'accord, de se mettre sur la même longueur d'onde là-dessus. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est le fait qu'évidemment, il y a un certain nombre d'inconvénients à mettre d'une taxation sur ces colis. D'une part, ça va limiter certains flux, ça va mécontenter éventuellement certains, peut avoir une répercussion négative sur du pouvoir d'achat, ça peut mécontenter certains partenaires. Il y a un moment, je crois, il faut prioriser les objectifs et il faut se coordonner autour de ça. Et là, il me semble que c'est un exemple dans lequel il faudrait qu'on se coordonne sur le fait de savoir comment on se comporte par rapport à ces petits colis. En l'occurrence, je trouve que il ne faut pas avoir de pudeur sur le fait que, oui, on veut mettre la charge de l'ajustement sur les expéditeurs, sur les partenaires et pas sur nous. Et d'une part, et d'autre part, que admettre des flux comme ça qui sont par nature impossible à contrôler correctement, c'est absolument délétère pour notre environnement réglementaire. Donc, voilà, je pointe du doigt dans le sens où c'est aussi une approche par rapport aux normes qui est sans naïveté, qui est dans un contexte stratégique et le besoin de se coordonner autour de cet objectif-là, sans dire que c'est facile. Hein. Alors, Anne-Marie et Dimitri. Oui, c'est marrant, il y a juste un an, c'était Liberation Day, avec toutes les, voilà, tous les, comment on dit, brackets, voilà, les Liberation Day tarifaires, entre guillemets, voilà, entre guillemets de Trump. Bon. Au moment du SITL. Oui. Mais le SITL, il a toujours lieu à des moments stratégiques, au niveau logistique. Ça, on avait noté. Et donc, c'était vraiment extraordinaire. C'était Liberation Day. Bon, mais nous, on ne se sentait pas du tout libérés. Au contraire. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, on ne parle pas tellement de droits de douane. On parle de sujets physiques, les fameux détroits. Et on parle des normes. Moi, ça fait un bon moment, dans d'autres univers que ceux de logistique, où je pense que les normes, les obstacles non tarifaires, comme on disait autrefois dans les cours d'économie, en fait, les normes façonnent au moins aussi largement le commerce que les droits de douane. Regardez, depuis le Brexit, il y a énormément de sujets qui, en fait, sont de normes, par exemple pour l'agroalimentaire, etc. Bon. La deuxième chose que je voulais dire, c'était de rebondir à propos de l'histoire des Chinois. À France Logistique, avec notre directeur général, Maxime Forest, on travaille pour essayer de comprendre l'ensemble des implications de ces histoires chinoises. Il y a un peu la partie émergée de l'iceberg, qui est les colis, les taxes et la manière de payer ou de ne pas payer des douaniers de plus en plus nombreux pour contrôler ou pas contrôler des trucs qui sont des objets, mais des paquets, des colis, enfin bon, bref, passons. Derrière, il y a d'autres choses. Il y a le fait que ça squeeze les entrepôts, encore eux, puisque il n'y a plus, enfin potentiellement plus de passages dans des lieux physiques sur le territoire français, sur le territoire européen. C'est-à-dire dans des endroits où se crée de la valeur, où s'emploient des gens, où d'ailleurs on innove de plus en plus. Bon. Et puis, encore derrière, il y a des systèmes de fabrication qui sont des fabrications complètement liées à la commercialisation finale, sans passer par les stades intermédiaires, justement, de la logistique, avec des commandes, des groupages, des dégroupages, des livraisons, etc. Bon. Donc c'est des choses qui sont encore assez confuses, et vous le sentez dans mes propos. Bon. Mais il n'y a pas simplement l'histoire des colis. Derrière, ce sont d'autres modèles logistiques et donc d'autres modèles de production, de distribution, d'autres modèles économiques qui peuvent être absolument ravageurs. Hein. Les logisticiens français et les logisticiens européens, ce qu'ils constatent, c'est qu'ils sont en quelque sorte squeezés. On passe au-dessus de leur tête avec des colis qui arrivent directement. Donc ce seront de nouveaux défis de sécurité économique en quelque sorte. Alors, encore quand ça concerne que des t-shirts. Bon, moi j'aime bien les t-shirts, mes filles aussi. Bon, enfin, c'est pas forcément dramatique. Ça peut l'être davantage quand ça concerne des biens plus importants pour la sécurité alimentaire ou industrielle, etc. Dimitri ? Oui, le e-commerce est aussi, au fond, la raison pour la réforme douanière.
c'était la première raison qu'on fallait, au niveau européen, fallait faire quelque chose parce que c'est comme vous dites, c'est un business model qui n'existait pas, qui est venu et qui est déployé, disons, environ depuis 2016. Et qui, par exemple, en Belgique, il y a 1,4 milliard de colis qui ont passé l'aéroport de Liège l'année passée, qui représente, je crois, environ 20% des colis au niveau e-commerce en Europe. Et là, on pourra jamais vérifier tout parce que la douane, ils ont pas les moyens. Mais la réforme douanière veille à ce qu'on veut obtenir, disons, un meilleur contrôle là-dessus et aussi tenir, disons, les acteurs responsables qui ne sont pas pour l'instant, parce qu'ils sont en Chine, c'est du B2C. Donc, ce serait bien de changer ça en B2B2C et en passant éventuellement par les entrepôts. Ici, c'est la livraison directe, donc c'est un autre modèle. Donc, c'était en premier lieu la raison pour réformer la douane au niveau européen. Et ensuite, à côté de ça, ils ont réformé aussi le B2B, et que nous, on plaide naturellement pour le secteur et pour le flux logistique, d'optimiser ou d'implémenter ça le mieux possible. Oh là là, mais il y a quelque chose qu'on a oublié, que même les ministres ont oublié. C'est de saluer le fait que l'agence européenne de la douane est implantée, enfin, fait l'objet d'une décision d'implantation la semaine dernière, où, vous savez pas? Bah alors, Je l'ai entendu dans le public. L'autorité Lille. européenne à Lille, voilà. voilà. Ouais. Bon, bah ça c'est une très très bonne nouvelle pour la logistique européenne, et by the way pour le territoire français. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais bien qu'on donne la parole au public. Si vous avez, on pourra prendre une ou deux questions maximum. Et par contre, il ne va pas falloir hésiter pour pas qu'on perde trop de temps. C'est maintenant qu'il faut lever la main si vous avez une question dans le public. Ou pas. Ok, bon, pour l'instant, le public vous écoute. J'ai deux questions à vous poser, à tous les trois. La première, c'est une question à très court terme. Quel serait le quick win réaliste que vous voudriez mettre en place, si vous aviez la main bien sûr, d'ici 2027? Quick win réaliste d'ici 2027. Et ma deuxième question, ce sera le pari à 10 ans. On est où dans 10 ans? Qui se lance? Merci Dimitri d'être volontaire. Allez, le quick win réaliste, vraiment, réaliste d'ici Ouais, ça doit être 2027, ce serait réaliste. quoi dans le plus beau de vos rêves, Dimitri? Ouais, c'est pas trop quick, mais je vais essayer d'être le plus quick possible. Est-ce que c'est win au moins? Mais l'harmonisation, disons, est d'être pour quand on implémente des réglementations, d'aussi voir la réalité sur le terrain. Des fois, on voit une différence entre ce qui est mis sur papier au niveau européen, alors est aussi implémenté au niveau national. Et c'est là que ça coince quand même. Il y a pas mal de choses. Hein, pas seulement au niveau de la douane, aussi le transport routier, le transport ferroviaire. Il y a autant de réglementations nationales. Et pour pouvoir créer un réseau européen, il y a chaque pays qui a ses propres réglementations. Donc, on doit simplifier. Donc, c'est pas trop. C'est pas du quick win, c'est du pas du quick. win-win. Disons, disons pour la deuxième partie, c'est pour dans les 10 ans. Donc c'est plutôt. Vous m'avez fait une réponse pour les deux questions. Très bien. Sébastien Jean, c'est parti. Pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est de répondre. Alors, notre place dans le commerce international, dans les circuits logistiques, elle est aussi liée à la place de notre industrie. Et je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de répondre à une situation concurrentielle qui est absolument anormale, de la part de la Chine en particulier. Mais l'urgence, c'est de le faire d'une manière qui soit adaptée, parce qu'il y a un vrai risque aussi, on n'a pas que la Chine comme partenaire commercial. Donc il faut arriver à le faire dans une manière qui soit cohérente avec nos règles et qui en même temps soit efficace. Ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup de comportements stratégiques dans l'utilisation des règles, de nos instruments de défense commerciale par exemple, des relations aussi avec les pays tiers, parce qu'il faut arriver à former des coalitions. Voilà. Mais je crois que c'est l'urgence parce qu'il y a actuellement une situation de concurrence internationale qui est délétère pour notre industrie. Et c'est ça à court terme à quoi il faut apporter une réponse. Mais on fait comment quand la Chine elle vient s'installer sur nos territoires pour contourner les barrières douanières et qu'elle Quand elle vient s'installer sur nos territoires, par exemple, on fixe des conditions à cette installation. Elle l'a fait elle-même.
On peut fixer des conditions sur la propriété, sur l'obligation d'une partie de l'actionnariat qui soit européen, sur les joint ventures pour s'installer sur le sol européen, sur du contenu en valeur ajoutée, pas seulement du montage, sur, j'allais dire, transfert de technologie. C'est ce qu'on a reproché à la Chine, donc il ne faut pas le faire directement comme ça. Mais en fait, on sait bien que derrière, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est faire en sorte que dans les secteurs dans lesquels on a un retard technologique, parce que maintenant, c'est ça, la réalité, par exemple dans le secteur des véhicules électriques ou des batteries, que leur installation s'accompagne de transferts technologiques, voilà, d'activités en Europe, de transferts technologiques. Et donc, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est un jeu délicat pour lequel que l'Europe n'est pas habituée à jouer, mais c'est un jeu qu'on est obligé de jouer et à très court terme, je crois. Merci beaucoup. Anne-Marie Idrac, un quick win pour 2027 et une vision à 10 ans. Un vœu pour dans 10 ans. Donc là, je vais parler de la France. Pour les quick wins. En fait, les quick wins d'ici 2027, bon, il y en aura pas. Et donc, moi, je vais me focaliser, c'est un peu triste à dire, mais bon, c'est ça la réalité, sur éviter les dégâts. Ah oui, c'est-à-dire éviter des nouvelles taxes sur les entrepôts, éviter un nouveau décalage sur les fiscalités entre les pays d'Europe et la France. Bon, donc on va être dans du préventif actif. Voilà. Éviter au niveau local que les quelques intercommunalités qui s'occupaient de logistique urbaine se mettent à repenser sur une base uniquement municipale. Voilà, bon. Donc ça va être des quick wins largement liés à la loi, aux prochaines lois de finances. Bon. Et puis ça va être, bien sûr, parce qu'on est globalement content que M. Tabarot ait pu présenter et déployer, enfin, développer un projet de loi, bon, et bien que ça passe au moins l'obstacle du Sénat. La vision à long terme, en fait, c'est la vôtre, c'est-à-dire se réarmer. Avoir été capable de se réarmer au point de vue technologique, au point de vue de l'utilisation des outils commerciaux. Par exemple, pour moi, j'ai été effaré qu'on ne soit pas capable de signer le Mercosur, enfin que la France s'oppose au Mercosur. Bon, je veux dire, quand la Chine est en compétition et quand les Américains du Nord ferment leurs portes, je veux dire, bon, c'est quand même un peu fâcheux de ne pas utiliser intelligemment tous ces outils-là. Bon, voilà. Donc, finalement, une Europe plus forte, un marché unique qui serait enfin réalisé. Même le marché unique, il n'est pas réalisé. Et plus forte, ça veut dire économiquement et politiquement. Et les deux sont liés. C'est comme la France, d'ailleurs. Merci beaucoup. Sauf s'il y a une question dans le public, on peut éventuellement la prendre. Sinon, on va s'arrêter là une fois. Toujours pas de questions? Ok. Merci infiniment. On va vous souhaiter un très bon salon. On peut les applaudir, bien évidemment. Merci pour vos expertises et vos paroles fortes. Merci infiniment à tous les trois. La prochaine table ronde, juste après ici, dans quelques minutes, c'est sur l'économie circulaire. We're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.